Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, on va s'interroger sur la vérité ou sur la post-vérité, ou le dégoût du vrai. L'idée que la vérité ne serait plus une catégorie utile pour penser aujourd'hui, que nous serions passés dans l'ère de la post-vérité, dans l'ère où, au fond, n'est vrai que ce que je veux bien qu'il soit vrai. Cette relativité de la vérité est profondément problématique et c'est ce que Claudine Tiercelin, philosophe, essaye justement de montrer, c'est qu'on ne peut pas se débarrasser si facilement que ça du vrai, et même que la vérité est une catégorie absolument nécessaire, qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de vérité, et éviter toute justification de ce que l'on dit par la vérité. La vérité, au fond, ça existe. Alors, lisons quelques extraits de ce texte qui est une charge assez violente contre certains penseurs, contre certains manipulateurs également, qui au fond voudraient dire que tout est relatif et qu'il n'y a jamais de réalité. Au fond, c'est une critique du scepticisme poussé à l'extrême. Alors, venons-en à quelques passages. Commençons par le début. Lorsque l'expression post-vérité fit son apparition pour certains philosophes rompus au cynisme postmoderne, triomphant des années 70, il y avait là un air de déjà-vu, un peu d'agacement aussi. Allait-il donc falloir, une fois de plus, monter au front après avoir dépensé tant d'énergie pendant plus de 40 ans à critiquer l'insouciance paresseuse de relativistes et sceptiques de tout poil, qui n'auront eu de cesse de déconstruire et de suspecter systématiquement la vérité elle-même, mais aussi la raison, de juger avec mépris les entreprises de connaissance, forcément coupables de logocentrisme, d'indifférence aux différences, d'insensibilité aux joies infiniment supérieures de l'art, de la littérature, du ressenti ou de la vie, et de toutes sortes d'abus d'autorité et de pouvoir, quand on se déclare, comme c'est mon cas, donc le cas de Claudine Tiercelin, d'une ancienne et forte tradition rationaliste, on est depuis longtemps convaincu que des valeurs comme le respect des faits, des preuves empiriques, de la vérité objective, de la science, mais bien plus largement de la connaissance, sont somme toute fort banales, qu'elles sont un puissant, sinon le seul, vecteur de liberté et d'émancipation partant non négociable, et qu'à l'inverse, l'adoption des modes élaborés dans les alentours par tant de héros, avec A-U-T-S et avec O-S, du postmodernisme, dont on voudrait désormais nous faire croire Auroro référence qu'on les aurait mal lus, déformés et trahis, n'aura conduit qu'à diverses moutures de nihilisme et de cynisme, et produit l'exact opposé de la promesse démocratique qu'on a voulu, et veut encore nous vendre, un salmigondis de postures profondément antidémocratiques et sectaires, privant les plus fragiles des seuls moyens efficaces de protection contre les pires formes d'autoritarisme et de dogmatisme. La vérité pour se protéger de l'autoritarisme, de l'arbitraire au fond, parce que les autoritarismes sont arbitraires, ils sont des inventeurs de vérité qu'on nous impose. Et donc, la vérité qui peut échapper au pouvoir, ou qui en tout cas est indépendante du pouvoir, est vrai ce qui est vrai. C'est tout. Et au fond, si les pouvoirs nient l'existence même du vrai, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, les faire faire ce qu'ils veulent, les faire croire ce qu'ils veulent au peuple. Et donc, effectivement, l'absence de vérité, c'est
l'absence de démocratie également. Alors, passons quelques pages. L'idée de post-vérité est critiquée. Évidemment, on pense à Donald Trump qui a un peu popularisé ce sujet-là, même s'il a repris ça à des pensées qui étaient dans l'air du temps. Mais au fond, le problème, comme je viens de le dire, comme l'a dit Claudine Tiercelin, c'est vraiment cette idée que, au fond, ce qu'on présente comme démocratique, c'est-à-dire une sorte de liberté basée sur rien, c'est-à-dire sur aucune vérité, au fond, n'a rien de démocratique. Il y a notamment tout ce monde qu'on appelle les fake news. Alors, s'agit-il du monde d'Orwell 1984 ? Pas tout à fait, ou c'est peut-être même l'inverse de ce monde-là, mais les conséquences peuvent être étrangement proches. De même qu'il ne faut pas confondre, écrit Claudine Tiercelin, fake news et propagande proprement dite. Il importe de distinguer entre un monde de post-vérité et un univers orwellien, même si, pour finir, les conséquences sont, dans les deux cas, assez voisines. L'univers orwellien est celui d'un régime hiérarchisé, hyper-autoritaire, despotique, où les mécanismes de destruction viennent du haut de l'État. Celui de la post-vérité repose, lui, sur l'un des principes démocratiques fondamentaux que les anciens Grecs appelaient l'iségoria, le droit égal de chaque citoyen à prendre la parole, à s'exprimer devant l'Assemblée et à défendre son propre point de vue. Alors évidemment, ce droit-là n'est pas remis en cause par Claudine Tiercelin, qui est démocrate profondément. Donc, on pourrait se dire, bon, la post-vérité, c'est démocratique, mais ça va quand même plus loin, et c'est plus dangereux que ça, cette post-vérité. En outre, le monde orwellien est le règne de l'uniformité absolue. Si à un moment, 2 plus 2 plus 2 égale 5, tout le monde doit le croire. Et si à un autre moment, la vérité change de telle sorte que désormais 2 plus 2 égale 3, tout le monde doit, comme un seul homme, et immédiatement le croire. La vérité dans 1984 est parfaitement malléable. Et pourtant, à tout instant, il n'y a qu'une seule vérité qui doit être uniformément crue. Donc Orwell ne remet pas en cause la notion de vérité, il la relativise au fond, mais il y a une vérité. Le pouvoir impose une vérité, ou ce qu'il prétend être une vérité. Au contraire, dans un monde où ont triomphé les discours et les techniques de la post-vérité, on peut croire tout et n'importe quoi sans le moindre scrupule. Et on voit s'exprimer des opinions qui disent effectivement et qui croient tout et n'importe quoi. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est assez évident. Et on pourrait se dire, c'est la démocratie, chacun s'exprime. Mais la vérité dans tout ça, il y a néanmoins des opinions ou des faits qui sont vrais. Les opinions ne sont pas forcément vraies ou fausses, mais les faits peuvent être vrais ou ne pas être vrais. Donc dans un monde où on triomphe les discours et les techniques de la post-vérité, on peut croire tout et n'importe quoi sans le moindre scrupule. C'est le règne du relativisme absolu et généralisé. 1984 décrit la disparition de la vérité objective au sein d'un univers totalitaire par l'imposition d'un système de domination absolue. Le post-véritisme est cette tentative consistant à faire disparaître la vérité objective au sein d'un univers démocratique, en la dissolvant en quelque sorte de l'intérieur. Ce qui est tout sauf démocratique. Ainsi, le totalitarisme et le post-véritisme sont l'application sous des régimes opposés d'une seule et même stratégie. Rompre toute relation entre le langage et la réalité,
et empêcher tout accès à la vérité objective de manière à détruire les conditions mêmes de la liberté. On croit que on est libre quand on énonce tout et n'importe quoi, mais la liberté doit se fonder sur la raison et sur les faits. Voilà ce que dénonce au fond Claudine Tiercelin, c'est que on évacue au nom de la liberté la vérité. Or, un discours sans la moindre prise en considération d'une vérité ou d'une réalité est un discours qui n'a aucun sens et qui n'est pas libre. Alors, elle développe de manière très précise, avec une attention profonde sur les mots et sur la logique de l'utilisation de ces mots, cette notion de post-vérité, en quoi elle est dangereuse dans la suite du texte. Et donc, elle en vient à certaines conclusions. Par exemple, ici, il faut refuser l'opposition positiviste entre d'un côté les faits et les propositions physiques, les raisons guidant les choix scientifiques, et d'un autre côté les jugements de valeur ou éthique. Donc il ne s'agit pas d'être dans une distinction radicale entre les faits d'un côté et les jugements de valeur. C'est plus complexe que ça. Il faut aussi, écrit-elle, rejeter le relativisme éthique. Le problème majeur étant alors d'éviter qu'un tel cognitivisme éthique se mue en une forme ou une autre d'autoritarisme éthique. Là aussi, tout est permis, tout est éthique. Eh bien non. Et en même temps, effectivement, il faut que ce qui est juste, ce qui est éthique, soit, au fond, accepté comme l'étant par le peuple. Voilà la démocratie. Et puis il s'agit encore de cesser de réduire la rationalité à une pure rationalité scientifique, ou plutôt, comme on tend beaucoup trop aujourd'hui, à l'y ramener à une rationalité instrumentale qui ne serait mue que par des intérêts, par le souci de l'optimalité et du progrès. La rationalité peut être désintéressée et mue par des idéaux. La raison, ça n'est pas l'utilité forcément. La raison, la rationalité, ça peut être mu effectivement par des idéaux, par des idées qui ne sont pas forcément liées à des intérêts. Et lutter contre certains intérêts qui biaisent, au fond, parfois les travaux des scientifiques, ne signifie pas rejeter la science en tant que méthode et rejeter également une pensée qui serait celle basée sur des valeurs, sur des idéaux, sur une vérité qui n'est peut-être pas directement issue des expérimentations scientifiques. Donc on voit que la question est extrêmement complexe et le livre ici est court, mais il ouvre déjà beaucoup de réflexions, dont certaines sans doute mériteraient d'être approfondies ou que je pourrais plus approfondir, que je ne suis pas certain d'avoir compris dans les détails. Mais qu'est-ce que la vérité au fond? Alors quelques pages plus loin, venons-en enfin au vif du sujet. On est à la page 70. Quand elle écrit ceci, c'est pas loin de la fin. Le vif du sujet, qu'est-ce que c'est? Et donc au concept même de vérité. Il est, je l'avoue, un peu décourageant pour qui s'est consacré des années durant à chercher à y voir un peu plus clair sur ce concept, et donc au passage à s'informer sur les multiples analyses et théories auxquelles il a donné lieu au XXe siècle, dans la philosophie contemporaine, d'observer à quel point les poncifs et les malentendus ont la vie dure. Soit on finit toujours par en revenir au chapelet de cires relativistes et protagoréennes mentionnés au début,
soit on s'en tient à des définitions dont on a pourtant démontré à maintes reprises qu'elles ne nous donnent pas une lecture satisfaisante de ce en quoi consiste la vérité. Bon, il faut clarifier les choses. Et visiblement, Claudine Tiercelin s'agace de devoir toujours clarifier ces choses, alors qu'il semblerait que cette réflexion sur la vérité soit une réflexion qui a été élaborée de manière extrêmement précise, ou en tout cas qui a une longue histoire, et une histoire souvent ignorée, parfois par les philosophes eux-mêmes, semble-t-il. Non. Alors qu'est-ce que n'est pas la vérité? Non, la vérité, ce n'est pas ce qui correspond à la réalité, ce qui en serait le miroir ou la copie. Ce n'est pas ce que l'on vérifie ou qui est vérifiable, ni ce qui est utile, qui marche, qui paye, ni ce qui est cohérent, ni ce qui est assertable de façon garantie. Trop nombreux sont aussi ceux qui s'obstinent à commettre les erreurs pourtant élémentaires, si bien décrites par Frege et dont Foucault sort rarement indemne, une petite pique contre l'un de ses prédécesseurs au Collège de France, consistant à confondre ici plusieurs niveaux, à savoir le concept de vérité lui-même et ses diverses propriétés définitionnelles, ce que l'on tient pour vrai ou croit être vrai, à savoir l'attitude que l'on a à l'égard de la vérité, et finalement la valeur que l'on est prêt ou non à voir en elle. Essayons donc, une fois encore, et à minima, de procéder au nettoyage verbal de la situation. Bon. Alors au fond, qu'est-ce que c'est la vérité, si ce n'est pas tout ça? En 1915, dans un texte fameux, Mes intuitions logiques fondamentales, repris dans ses écrits posthumes, Frege rappelait que quand quelqu'un reconnaît quelque chose comme vrai, il juge. Ce qu'il reconnaît comme vrai est une pensée. On ne peut pas reconnaître une pensée comme vraie avant de l'avoir appréhendée. Une pensée était déjà vraie avant d'avoir été appréhendée par un être humain. La même pensée peut être appréhendée par plusieurs êtres humains. La pensée qui est reconnue comme vraie dans un jugement n'est pas altérée par celui-ci. Quand il y a jugement, on peut toujours extraire la pensée reconnue comme vraie, pensée dont le jugement ne fait pas partie. Bon, évidemment, c'est assez complexe. D'où une importance conséquence de cette position. Le mot vrai n'est pas un terme, dit Frege, attributif au sens habituel. Quand je rattache le mot salé prédicativement au mot eau de mer, je construis une phrase qui exprime une pensée. Afin d'indiquer plus clairement que la pensée doit seulement être exprimée sans que rien ne soit asserté, je convertis la phrase en subordonnée, que l'eau de mer est salée. Au lieu de cela, je pourrais aussi la faire prononcer par un acteur sur une scène comme une partie de son texte. On sait en effet qu'un acteur jouant son rôle ne parle qu'en apparence, avec une force assertive. La connaissance du sens des mots « est salé » est indispensable à la compréhension de la phrase, puisqu'il apporte une contribution essentielle à la pensée. Dans les simples mots « eau de mer », nous n'avons en effet aucune phrase et aucune expression d'une pensée. Il en va tout autrement du mot « vrai ». Quand je rattache prédicativement ce mot au mot « que l'eau de mer est salée », je construis également une phrase qui exprime une pensée. Pour la même raison que précédemment, je convertis aussitôt cette phrase en subordonnée. Qu'il est vrai que l'eau de mer est salée. Le mot « vrai » n'apporte donc par son sens aucune contribution essentielle à la pensée. Quand j'asserte « il est vrai que l'eau de mer est salée », j'asserte la même chose que quand j'asserte « l'eau de mer est salée ». On reconnaît ainsi que l'assertion ne réside pas dans le mot « vrai », mais dans la forme assertive avec laquelle la phrase est prononcée. On pourrait dès lors être d'avis que le mot « vrai » ne possède simplement aucun sens. Et là, peut-être bien que si on considère les choses de cette façon-là, on peut s'en débarrasser, et on est dans la post-vérité et tout ça. Mais la phrase dans laquelle le mot « vrai » est prédicat ne posséderait alors non plus aucun sens. On peut seulement dire « le mot « vrai » a un sens qui n'apporte rien au sens de la phrase entière dont il est le prédicat. En un sens donc, la vérité est tout simplement quelque chose de trivial. On peut simplement dire le mot vrai a un sens qui n'apporte rien au sens de la phrase entière dont il est le prédicat. Ce qui ne veut pas dire que le mot vrai soit dénué de sens. Simplement, il n'a pas la signification profonde que nous pensons souvent qu'il a
Dans cette mesure, la principale difficulté que nous rencontrons lorsque nous mettons au défi les négateurs de la vérité objective n'est pas tant que leur ferait défaut une théorie satisfaisante ou complète de la vérité, ni davantage la simple reconnaissance du fait que, de toute manière, il existe un concept de vérité, en quelque sorte fonctionnel, ni même, ou du moins pas seulement, comme l'exprimait Peirce, que dire que quelque chose est vrai, c'est dire que c'est ainsi, que vous, moi, ou qui que ce soit le croit ou non. Même si en définitive ce n'est là rien d'autre que ce que disait pour l'essentiel Aristote, dire de ce qui est qu'il est, ou de ce qui n'est pas qu'il n'est pas, est vrai. Ça c'est dans la métaphysique d'Aristote. Ou ce que devait écrire plus tard le grand Frank Ramsey, 1903-1930, une proposition est vraie si et seulement si c'est la proposition que P est P. Correspondance entre la proposition et la vérité. La question principale est plutôt celle-ci. Comment traiter l'attitude qui devrait être la nôtre, compte tenu du fait suggéré sous diverses guises par Peirce, Frege ou Ramsey, qu'il n'y a rien de plus, ou guère plus, en toute rigueur, à trouver dans le concept de vérité lui-même. Alors la réflexion est assez tortueuse et assez complexe. Au fond, est vrai ce qui est vrai. Et la vérité n'apporte rien de plus à la réalité. C'est une notion qui, au fond, est une notion tautologique que la vérité. Et donc, d'où la tentation de la supprimer et de relativiser tout. Il n'y aurait pas de vérité. Mais alors, dans quel monde vivons-nous? Alors récapitulons un peu cette pensée complexe que je suis assez peu certain d'avoir totalement comprise, même si je suis assez convaincu qu'en effet, on ne peut pas balancer la vérité comme ça. Alors, heureusement, Claudine Tiercelin se charge à la fin de son livre de faire un petit résumé en 10 points que je vais lire pour terminer, pour récapituler et à minima, parce que bon, je pense que dans d'autres livres, elle développe ça de manière beaucoup plus importante, ou dans ses cours qui sont des discours extrêmement construits, et j'ai essayé d'en écouter quelques-uns, et eu quand même pas mal de peine à suivre, parce que bon, si on se déconcentre un tout petit moment, on est foutu. Pour récapituler et à minima, je proposerai donc volontiers comme stratégie d'attaque et de défense contre la post-vérité de suivre les 10 recommandations suivantes. 1. Prendre certes conscience de nos biais cognitifs et des sources et causes variées d'enfumage et d'entourloupe. Nous sommes bourrés de biais cognitifs. 2. Cultiver nos vertus épistémiques et tenir l'évidence des faits pour une exigence première. 3. Mais aussi nuancer l'opposition entre faits et valeurs. 4. Cesser d'occulter les aspects positifs des émotions. Ça n'est pas une pensée sans émotion. Les émotions participent de notre rapport au monde et donc à la réalité et donc à la vérité. 5. Éviter de réduire la raison à une peau de chagrin en faisant un épouvantail positiviste. Donc on n'évacue ni les émotions ni la raison. 6. Ne pas confondre déni de la science et aveuglement scientiste. 7. Comprendre que travailler dans un esprit scientifique implique de refuser toute compromission avec la société, la morale et les intérêts vulgairement pragmatiques. 8. De façon plus urgente encore, éviter des malentendus élémentaires sur les concepts de vérité, de connaissance, de croyance, de raison et de réalité menacés en son cœur par l'idée même de post-vérité. 9. Partant, nous méfier de nos préjugés métaphysiques les plus ancrés et œuvrer à une authentique connaissance métaphysique. On voit que là, ça devient complexe. 10. Enfin, nous installer dans un espace académique et démocratique de raison, au pluriel, seul à même de garantir la liberté de conscience en nous employant sans relâche à démontrer que les idéaux de vérité et de connaissance constituent moins un déni de la vie qu'ils ne sont les meilleurs alliés de notre liberté,
comme de notre exigence d'équité et de justice sociale. Donc, les raisons sont mises en avant ici. Donc, post-vérité, pour Claudine Tiercelin, en tout cas, non. La vérité demeure un concept qui a du sens, même si, bien souvent, on peine à définir ce qu'est la vérité. C'était quelques réflexions de ce que j'ai compris, plus ou moins, de la post-vérité ou le dégoût du vrai de Claudine Tiercelin.